Bonjour Guillaume Lacroix. Bonjour. Pas de trêve à Gaza. Le Hamas et Israël ont quitté les pourparlers cette nuit au Caire. La situation à Gaza qui s'invite aussi à l'Eurovision. Hier à Malmö, entre 10 et 12 000 personnes ont manifesté contre la participation de la chanteuse israélienne qui s'est qualifiée pour la finale. Un nouveau rassemblement est prévu aujourd'hui. À Paris, c'était des étudiants qui ont occupé Sciences Po. Pour vous, cette colère contre le conflit à Gaza, la guerre à Gaza, est-elle légitime ? Et la colère face aux innocents qui meurent est toujours légitime. Elle était légitime le 8 octobre, quand le monde s'est réveillé en regardant le plus grand crime antisémite du siècle, comme on l'a dit. Elle est légitime quand des enfants, des femmes innocentes meurent à Gaza. C'est toujours légitime de s'élever contre la violence et pour la paix. Mais il ne faut pas trier entre les victimes. Et c'est ce que nous nous employons à faire dans ma famille politique. De ne pas trier entre les êtres humains. De considérer que la cause humaine doit l'emporter sur toutes ces causes guerrières aujourd'hui qui ne mènent à rien. Pensez aussi qu'aujourd'hui, il y a encore des otages du Hamas, et que la paix, elle doit se faire en libérant les otages. Elle ne peut pas se faire avec des terroristes. Elle ne peut pas non plus se faire avec une réponse disproportionnée et aujourd'hui totalement insupportable de M. Netanyahou. Revenons à la campagne électorale sur les européennes. Hier, en déplacement en Bretagne, Gabriel Attal a résumé le scrutin du 9 juin à un référendum pour ou contre l'Europe. Il est là, aujourd'hui, l'enjeu de cette élection. Moi, je crois qu'à force de simplifier le débat à outrance, on prend vraiment les Français pour des idiots. Je crois que la question, c'est de savoir quelle Europe on veut. Moi, je crois que les Français, ils ne sont pas foncièrement anti-européens. Je crois qu'ils veulent surtout, par contre, une Europe utile. Une Europe qui les protège. C'est d'ailleurs le slogan de la liste que je conduis. Une Europe qui soit présente au quotidien. Une Europe capable de répondre sur des questions aussi, j'allais dire, évidentes que la question des médicaments. Nous sommes dans une Europe qui a su construire... C'est un débat ou pas, rester ou sortir de l'Europe aujourd'hui? Mais ce débat... C'est ça qu'il propose hier. Oui, mais M. Attal commet la même erreur que ceux qui, en Angleterre, ont pensé qu'en jouant avec ça, on ne jouait pas avec le feu. On ne pose pas ce genre de questions dans un pays qui ne se la pose pas. Dans ce pays, on se pose la question de savoir pourquoi on défend l'Europe quand dans nos pharmacies, il n'y a pas de paracétamol, pas d'amoxicilline. Une Europe, première puissance mondiale, est capable de faire des avions et des fusées ensemble. Elle doit être capable de faire un Airbus du médicament. C'est d'ailleurs notre première proposition. Au contraire, le Rassemblement national, lui, nationalise le scrutin. Il veut en faire un référendum, cette fois, un vote sanction contre Emmanuel Macron. La France insoumise aussi. Nationaliser cette élection, c'est aussi pour vous un axe de campagne? Non, je crois qu'il faut partir des réalités des Français. Il ne s'agit pas de nationaliser le débat, mais il s'agit de partir de la réalité de la vie de chacun. Quand M. Bardella dit qu'il faut faire un référendum contre M. Macron, il y a toutes les solutions dans l'offre politique aujourd'hui pour ne pas voter pour la liste de M. Emmanuel Macron. On n'est pas pour autant obligé de voter pour des fadaises, on n'est pas pour autant obligé de voter pour le village gaulois sans potion magique que propose M. Bardella, et qui ne rend d'ailleurs pas service à cette France qui doute, à cette France des invisibles, qui s'apprête à voter pour lui. Comment aller chercher ces électeurs qui doutent, que vous dites que vous rencontrez tous les jours sur le terrain? D'abord en faisant campagne en dehors des métropoles. Moi, je fais partie de ces gens qui vivent à la fois dans une grande métropole, Paris, et à la fois en province, Bourg-en-Bresse. Depuis très longtemps, je vois la différence. Vous savez, Madame Bourse, il y a un exemple simple. Quand il y a 2 cm de neige à Paris, vous ouvrez le 20h sur la question. Quand il y a 10 cm de neige à Bourg-en-Bresse, vous n'en parlez pas. Cette France-là, il faut la connaître, la comprendre, entendre ses doutes, ne pas la pointer du doigt chaque fois qu'elle dit qu'elle n'y croit plus. Simplement retourner au contact, accepter de se faire engueuler. Être capable aussi de parler de sujets qui les concernent. Je vous parlais à l'instant des pharmacies, je pourrais vous parler de la question de la régionalisation des aides agricoles. Le numéro 5 de notre liste, Philippe Meillet, c'est un agriculteur. Je ne le connaissais pas il y a plus de 3 mois. Je l'ai rencontré au Salon de l'Agriculture. Nous avons discuté et il m'a dit votre aventure m'intéresse. L'Europe agit beaucoup pour les agriculteurs, justement. Elle agit mal, madame. Elle agit mal parce qu'aujourd'hui, nous sommes sur un premier pilier qui consacre d'abord les aides à l'hectare, alors qu'aujourd'hui, ce qu'il faut absolument soutenir, c'est la capacité de nos exploitations à perdurer, aider l'emploi, ne pas faire du modèle de l'hectare majeur comme étant le seul modèle. Être capable finalement d'assurer notre sécurité alimentaire, notre souveraineté alimentaire, comme on dit aujourd'hui, en veillant à ce que nos exploitations restent vivantes. Ce sont des questions qui se posent tous les jours. Il ne s'agit pas de renverser la table, il ne s'agit pas de dire qu'on va réécrire tous les traités, il faut arrêter avec les grandes idées dont on ne voit jamais le jour. Il faut simplement prendre ce qui existe et l'améliorer et le rendre surtout crédible. Et c'est ça tout l'enjeu. Qu'est-ce qui a changé? En 2019, vous souteniez Raphaël Glucksmann, cette fois vous menez votre propre liste. Pourquoi? La NUPES. La NUPES. Mon parti et tous ceux qui sont réunis sur cette liste d'union que j'ai créée pour les européennes n'étaient pas dans la NUPES. Parce que
il y a des moments dans la vie politique où il faut Depuis savoir... le début, vous êtes toujours Depuis le opposé début. à cette alliance. Oui, parce que quand vous êtes la gauche républicaine, laïque, universaliste, pro-européenne, vous savez qu'il y a des lignes rouges. Vous savez qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles, même pour des combinaisons électorales. Que vous considérez que votre crédibilité, si vous voulez en garder un bout dans cette France qui doute, y compris de la parole publique et de sa démocratie, c'est de tenir des positions. On y a perdu nos députés. Mais une liste On le de plus savait. à gauche, c'est aussi affaiblir la gauche? Une liste de plus à gauche, Il n'y a non. aucune alliance possible avec qui que ce soit à gauche? La NUPES a explosé après nous avoir expliqué que c'était la quintessence de l'union de la gauche. C'est leur problème, ça n'est pas le nôtre. Nous n'étions pas dans la NUPES. Nous restons sur notre discours, sur nos valeurs, sur nos lignes. Nous allons vers les Français en leur parlant de vérité, en essayant d'aborder les sujets qui les concernent, en évitant de les bercer de grandes illusions dont ils ne voient jamais la traduction réelle. On n'est pas là pour défendre un bilan, on est là pour parler du réel et du quotidien des gens. Un peu plus loin de nous, il y a quand même la guerre toujours au port de l'Europe et l'Ukraine. L'Ukraine qui a revendiqué hier une frappe d'un drone contre une raffinerie russe à 1200 km de sa frontière. Jusqu'où doit aller le soutien à l'Ukraine? Mais il faut empêcher Vladimir Poutine de gagner. Il en va à la fois, évidemment, de l'intégrité de l'Ukraine, de la démocratie, il en va aussi de nos libertés. Vous savez, Vladimir Poutine, il nous livre la guerre, y compris en France, depuis très longtemps. Il nous la livre d'ailleurs par la déstabilisation démocratique à laquelle il s'emploie et avec le concours de certaines forces politiques du pays, d'ailleurs, qui ne cessent de servir ses intérêts plutôt que de servir la France. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on a besoin d'une Europe de la défense. Il faut y aller. Il faut un pilier européen de l'OTAN. Vous n'êtes pas le seul. Une Europe de la défense, pour vous, ça veut dire quoi? Ce que j'essayais de vous dire, c'est-à-dire un pilier européen de l'OTAN. Donald Trump est donné possiblement gagnant aux États-Unis. Il est possible que les États-Unis se retirent de l'OTAN. Il faut que les Européens se regroupent dans l'OTAN, dans un pilier, et que, à ce moment-là, nous puissions être en capacité de créer la première coopération vraiment renforcée entre les États qui sont membres de l'OTAN pour assurer la défense. Ça veut dire des armées nationales qui coopèrent, ça veut dire un armement commun sur l'ensemble du sol européen, ça veut dire la préférence communautaire pour l'armement, ça veut dire aussi que quand un grand pays comme la France assure, parce qu'il a une armée complète, parce qu'il a une défense nucléaire, une grande partie de la défense européenne, que ses propres dépenses de défense soient prises en compte par les Et Européens. la France doit être la seule à conserver, pouvoir appuyer sur le bouton nucléaire au sein de Moi, je cette crois Europe qu'en de la tout cas, défense. aujourd'hui, l'Europe en est incapable. Je regrette qu'Emmanuel Macron ait lâché cette question dans le débat de façon totalement inflammable et non maîtrisée, comme il le fait toujours, au risque de ne pas être bien compris ou volontairement pour ne pas être bien compris. Moi, je crois qu'il faut redire les choses aux gens. Il n'y aura pas de transfert de l'arme nucléaire dans l'Union européenne. On ne saurait pas qui va appuyer sur le bouton. Vous n'avez pas élu Mme van der Leyen, moi non plus, et j'ai quand même plus confiance dans un responsable politique que j'ai élu que dans une autorité que je ne connais pas. Merci beaucoup, Guillaume Lafroy, d'avoir été l'invité des